c'est le Culture Mag. On va se poser un petit peu dans le flot d'actualité et voir ce qui fait aujourd'hui le meilleur des arts et des spectacles avec au sommaire du cinéma. En France d'abord avec l'exposition consacrée aux frères Lumière. Les inventeurs du cinématographe sont au Grand Palais. Il y a 120 ans, ils donnaient la première séance de cinéma payante. Du cinéma encore, en Israël, cette fois, la célèbre école de cinéma Sam Spiegel a fêté ses 25 ans cette semaine. De cette institution basée à Jérusalem sont sortis les cinéastes les plus récompensés à l'international. Et puis, nous resterons en Israël pour parler art et politique, comme si on pouvait faire autrement dans ce pays. Nous recevrons l'artiste Zoya Cherkassky. Elle est russe, blanche, peintre et s'intéresse aux minorités, notamment les immigrés noirs de son pays. Voilà, merci d'être avec nous. On va commencer d'abord par faire un petit tour chez Jean-Paul Gaultier pour admirer les plus spectaculaires de ses créations sur mannequins animés. Après Dallas, Madrid, Melbourne, l'expo arrive au Grand Palais à Paris, inauguré par un Jean-Paul Gaultier toujours alerte, toujours reconnaissant aux femmes qui sortent de la norme, notamment sa grand-mère. J'ai eu la chance que ma grand-mère, elle, était différente par le fait qu'elle avait des plumes noires, elle avait un corset extraordinaire. Et puis, elle donnait des conseils de beauté à ses clientes. Et j'entendais aussi ma grand-mère qui leur disait « Il faut d'abord que vous fassiez des bons petits plats à vos époux. Et peut-être vous pouvez changer aussi de vêtements, vous coiffer différemment, faire un petit chant. » Voilà, l'expo Gaultier est à voir en France, à Paris, jusqu'au 3 août. Histoire de rêver un peu, puisque Jean-Paul Gaultier ne fait plus que de la haute couture. On va rester au Grand Palais. Décidément, il n'y en a que pour ce musée parisien aujourd'hui. En 1895, Georges Méliès fut sonné, le public ébloui. Il y a 120 ans, à Paris, les frères Lumière organisaient la première séance payante de cinéma. Depuis, le monde entier, même plus encore, n'a cessé de s'ouvrir à tous les spectateurs. Ça se passe encore au Grand Palais et c'est le récit de Sandy Fortis. 28 décembre 1895, au Grand Café à Paris. Pour la première fois, le grand public découvre le cinéma. Cette nouvelle attraction, c'est aux frères Lumière qu'on la doit. Auguste et Louis ont créé le 7e art. Pour fêter les 120 ans du cinéma, une grande exposition consacre les frères Lumière et leurs inventions au Grand Palais à Paris. Parmi les films, documents, affiches et objets de l'époque, une pièce particulière et de grande valeur trône. Celui-ci, il est particulièrement... c'est notre joyau. Hein. C'est avec cet appareil-là, ce cinématographe-là, le cinématographe numéro 1, qu'on va enregistrer, qu'on va filmer les premiers films de l'histoire du cinéma et surtout qu'on va les projeter lors de la fameuse projection publique payante, la première projection du 28 décembre 1895, dans le Salon Alien. Donc c'est vraiment une pièce tout à fait extraordinaire. Lumière, le cinéma réinventé, rend hommage aux différentes inventions qui ont mené à la création du cinéma, de la lanterne magique au kinétoscope, en passant par le phénakistiscope et le praxinoscope. Au-delà des innovations apportées par les frères Lumière, les visiteurs peuvent aussi découvrir leur héritage, l'évolution des techniques au fil du temps, tout comme le passage de l'argentique au numérique. Parce que la révolution technologique des images nous frappe de plein fouet, le numérique est également dans le domaine de l'image. C'est important de réapprendre aux gens tout simplement comment on fabriquait les images de manière très simple sur une pellicule 35 mm de large avec des perforations, avec un procédé d'entraînement, avec un procédé d'animation de la photographie, comment on faisait à l'époque et comment on a fait pendant 120 ans. Précurseurs, les frères Lumière n'ont pas seulement inventé le cinéma en relief, la photo couleur ou l'hologramme, ils ont également créé les premiers films, 1422 en à peine 10 ans, 1422 films qui sont pour la première fois tous diffusés simultanément sur un écran géant du Grand Palais. L'une des choses les plus remarquables de Lumière, et ce sur quoi cette exposition insiste beaucoup, c'est leur œuvre esthétique. C'est-à-dire que Lumière ne s'est pas contenté d'inventer le cinématographe, il a fait des films. Et ces films-là ne sont pas du cinéma primitif, du cinéma des origines, c'est déjà le cinéma. Et l'œuvre des Lumières prouve et doit nous inciter à bien dire que Lumière était un cinéaste, qu'il s'est posé des questions de cinéaste. En voulant réaliser des prouesses technologiques, les frères Lumière ont révolutionné l'image. Ils ont créé une innovation majeure de l'histoire des hommes, celle qui est restée le plus longtemps conforme à ses origines. Grâce aux Lumières, le cinéma fut.
Hasard du calendrier en marge de cette exposition sur le cinéma, eh bien un autre anniversaire de cinéma a eu lieu encore cette semaine, mais à Jérusalem, en Israël. Les 25 ans anniversaire de la plus fameuse école de cinéma, la Sam Spiegel. Daniel Campos-Ransteck y était, les yeux grands ouverts. Vous avez peut-être vu ces films. 3 succès largement récompensés et qui ont ceci en commun. Ils sont made in Israël et ont tous été réalisés par des anciens élèves de l'une des plus célèbres écoles de cinéma du pays, la Sam Spiegel School of Jerusalem. Cette institution a été fondée en 1989 par le ministère de l'Éducation avec la Fondation de Jérusalem. En 1996, l'école est rebaptisée Sam Spiegel du nom du fameux producteur juif hollywoodien. Le tycoon aux multiples Oscars en était devenu le principal mécène. Il était donc normal que pour le 25e anniversaire de l'école, le propre fils de Sam Spiegel soit là, fier de son père et de son parrainage. C'est une sensation incroyable. On est surtout très fiers du succès que cette école a rencontré. En 25 ans, l'école Sam Spiegel est devenue incontournable dans le paysage cinématographique d'Israël et a bien évidemment contribué à son rayonnement à l'international. Pour son directeur Ronen Shor, l'approche unique de l'école a apporté un grand bol d'air au cinéma israélien. Nous avons réussi à changer le cinéma israélien. Lorsque nous avons débuté, c'était la crise. Personne ne voulait regarder des films israéliens. À la fin des années 80 et dans les années 90, nous avons plaidé pour un cinéma qui puisse parler au grand public. La liste des réalisateurs sortis de Sam Spiegel est longue et continue de s'allonger. Son meilleur ambassadeur, probablement Tom Chauval. Le réalisateur et scénariste nominé aux Oscars a récemment été pris sous l'aile protectrice du réalisateur oscarisé Alejandro González Iñárritu. Ils sont si nombreux, Danny Rosenberg, un ami proche et une âme sœur. Il y a aussi Elad Kedan, Nadav Lapid, Maya Kenning. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y a tant d'amis et de cinéastes qui viennent d'ici. La solidarité est une valeur clé dans la méthode pédagogique de l'école. L'une des particularités de cette école, l'accueil qu'elle réserve aux étudiants venus d'horizons différents, et ce malgré les complexités du pays. Un exemple, la cinéaste religieuse Rama Burstein, connue pour son premier film sorti en 2012, Le cœur a ses raisons, présenté à Venise. Ça n'arrête jamais de travailler, elle ne cesse de se réinventer constamment, devenant de plus en plus grande et de plus en plus riche. Aya, le film de la réalisatrice Michal Bresis, a récemment été nominé aux Oscars dans la catégorie court-métrage. Elle admet volontiers que l'école a contribué à son succès. Mon film est un bon exemple en ce sens que la plupart de l'équipe du film sont des personnes que j'ai rencontrées à l'école. L'anniversaire de l'école a eu lieu dans le magnifique YMCA de Jérusalem. Une nuit de festivités, de discours, d'hommages et de projections, avec en clou de la soirée un film plein d'humour, un documentaire digne d'un poisson d'avril réalisé par les étudiants où l'on découvre un Ben Gurion féru de cinéma qui recrute Hitchcock en personne pour fonder une école de cinéma secrète à Jérusalem. Le cinéaste conseille même au Premier ministre d'utiliser le modèle du Mossad pour réussir sa mission secrète. Une fiction, bien sûr, et un montage parfait, Hitchcock étant décédé 9 ans avant la fondation de l'école. À suivre le portfolio de Zoya Cherkassky. On va vous faire découvrir une artiste très provoque. Mais en attendant, voici le highlight du jour. Il est signé David Gombin, loufoque, arty, parfait comme on aime. 1979, désert californien. Quelqu'un aurait-il placé volontairement un faux rocher dans les vastes étendues désertiques du Grand Ouest? Oui, mais où exactement? Mystère et boule de gomme. Peut-on le retrouver? C'est la mission que s'est assignée l'artiste plasticien français Pierre Bismuth. Et on peut dire qu'il n'a pas lésiné sur les moyens. Celui qui a remporté un Oscar pour le scénario d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind a engagé un détective privé et 2 scénaristes hollywoodiens. Le projet? Partir à la recherche de cette œuvre d'art dissimulée. Autant dire que c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Mais impossible n'est pas français et grâce à l'appel de fonds lancé sur le site de financement participatif Indiegogo, les budgets ont été réunis.
Espérons que le mystère sera bientôt résolu. Et nous allons maintenant vous proposer le portfolio du Culture Mag. C'est un artiste, un peintre, un photographe qui vient expliquer, commenter son travail. Nous voudrions vous faire découvrir le travail de Zoya Cherkassky. Bonjour Zoya Cherkassky. Bonjour. Je vais expliquer un peu aux auditeurs. Si vous êtes passé en Israël par le musée de Tel Aviv, vous n'avez pas pu échapper à l'une de ses œuvres très provocante, exposée sur un très grand mur sur le musée de Tel Aviv. Zoya Cherkassky est née en Ukraine. Elle a commencé à s'intéresser à l'art à l'âge de 10 ans. Elle a immigré avec ses parents à l'âge de 14 ans. C'est une artiste très cotée. Ses œuvres valent des dizaines de milliers de dollars et elle provoque beaucoup. Zoya, merci d'être sur le plateau du Culture Mag. Vous travaillez énormément les identités, les symboles. Vous avez à la fois un style très naïf, un peu à la Rousseau, et en même temps très, très dur, très observateur, presque comme un journaliste politique. D'où ça vient? Je pense que ce n'est pas controversé. Le style que j'utilise aujourd'hui, quand je peins, je m'inspire de ce que j'observe. Je me rends dans certains endroits et je peins sur place, dans la rue. Je m'inspire notamment des peintres français. Ils étaient les premiers à sortir de leurs ateliers et à peindre dehors. Donc je m'inspire beaucoup du réalisme de ces peintres et en général, le réalisme aborde les sujets délicats de la société. Est-ce que le travail que vous avez fait en 2009 sur l'immigration russe, où vous malmenez encore une fois les stéréotypes, les identités, c'est un travail que vous avez mis longtemps à faire, et d'où vous est-il venu? J'ai entamé ce projet à mon retour en Israël après avoir passé 5 ans à Berlin. J'ai voulu faire quelque chose que je connaissais. Et la communauté russe en Israël est ce que je connais le mieux parce que j'en fais partie. Ça m'a pris près de 20 ans pour choisir ce sujet, parce que je pense qu'il faut avoir une certaine perspective, un certain recul pour traiter un tel sujet. Par exemple, les meilleurs films sur la Seconde Guerre mondiale ont été réalisés dans les années 60. Ceux sur la guerre du Liban en Israël ont mis aussi du temps à voir le jour. La moyenne est d'environ 20 ans pour avoir un recul suffisant et pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Les spécificités ethniques, la caricature, est-ce que ça vous a pas, je ne sais pas, taxé d'une certaine façon de racisme? Parce que quand on voit vos tableaux, on voit des juifs avec des gros nez, des noirs alanguis, des russes en train de avec des gros seins. Enfin, on a l'impression que vous utilisez les clichés tellement bien que peut-être que vous en êtes prisonnière. J'ai moi-même été étiquetée de stéréotypes, donc je sais ce que c'est. Which kind? En tant que russe, en tant que juive, peu importe. Récemment, c'est même arrivé en tant que personne de couleur, parce que mon mari est africain. Je pense que c'est ce qui m'intéresse dans l'aspect social de mon travail. Je pense que c'est un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, le langage est très politiquement correct, mais dans les images, on voit la vérité. On n'arrive pas à savoir si vous êtes en colère ou pas, parce que vos peintures sont extrêmement douces, les couleurs sont joyeuses, très candides. En fait, c'est exactement ça la question. Parfois, je me dis que c'est ici qu'est ma vie. Je vis en Israël depuis 25 ans maintenant. Et d'autres fois, je veux m'enfuir, partir. Donc mes sentiments sont très mitigés. Vous avez de la chance d'être exposé dans les principaux musées quand même d'Israël. On va terminer avec juste ce groupe que vous avez fondé, Zoya Cherkassky, The New Barbizon. Je rappelle un peu à nos auditeurs, l'école Barbizon, c'est le 19e siècle, c'est quand même l'école des paysages. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces New Barbizon dont on voit les images? C'est plutôt des paysages urbains. On a choisi le nom de New Barbizon parce qu'on est sorti des ateliers pour peindre dehors.
Mais on ne vit pas dans les bois. Ce qu'on voit, c'est plutôt la jungle urbaine. Donc c'est ça qu'on peint. La motivation est la même, mais le résultat est différent. C'est un peu graffiti, un peu tag, mais c'est très joli et on aime beaucoup. Merci beaucoup Zoya Cherkassky d'être venue sur le plateau du Culture Mag. Thank you very much. Avec plaisir. Voilà, c'est une interview de la peintre Zoya Cherkassky qui a été enregistrée avant ce journal. On va se quitter sur la brochette de stars qu'aucun éditeur de musique au monde n'aurait pu réunir sur une même scène. Il y a Alicia Keys, Chris Martin, Beyoncé, Kanye West, Madonna, Daft Punk, Rihanna. La liste est longue. Ils sont tous sur la plateforme de partage de musique qu'a créée Jay-Z. Ça s'appelle Tidal. C'est une réunion de poids lourds concurrents de Spotify, de Deezer. C'est du jamais vu dans l'histoire de la musique. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News.